Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bienvenue à la revue des Grandes Unes avec nos invités qui sont déjà installés pour commenter ces Grandes Unes à nos côtés. Mais avant de leur donner la parole, revisitons justement ces Grandes Unes et démarrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et ce rapport de Amnesty International qui charge l'armée et les séparatistes dans son dernier rapport intitulé Une tournure tragique, violence et atteinte aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun. L'organisation internationale accuse à la fois les terroristes et les forces de défense camerounaises de commettre des exactions sur les civils dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Parlant des indépendantistes, le rapport d'Amnesty International fait savoir que ceux-ci ont tout simplement tué une quarantaine d'éléments des forces de l'ordre. Le rapport fait aussi savoir que ces derniers ont très souvent terrorisé les populations, détruit et même tué certaines de ces populations, sans compter les édifices publics qui ont été très souvent la cible de ces indépendantistes qui auront aussi, selon ce rapport, attaqué les écoles et agressé les enseignants et les élèves. Un rapport qui indique donc que les enseignants et les élèves ont été pris pour cible par ces séparatistes afin de les pousser au boycott de l'école. Du côté de l'armée, Amnesty International estime que l'armée a brillé par des actes de torture, des homicides donc, des arrestations arbitraires, des actes de torture, des homicides illégaux, des destructions de bâtiments. Voilà donc ce que Amnesty International met dans son rapport pour ce qui est des récriminations contre l'armée dans le cadre de cette crise anglophone. Amnesty International qui termine donc par des conseils pour une sortie de crise, notamment l'instauration d'un véritable dialogue inclusif. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi ce matin du défilé du 20 mai et surtout de la réponse du Social Democratic Front à Jean-Claude Tsila, le préfet du département du Fundi, dans une lettre bien rugueuse. Le parti de la Balance qui accuse l'autorité administrative de censure à l'endroit de l'opposition lui rappelle que c'est bien lui qui avait troublé à l'ordre public et qui doit assumer la responsabilité de tout cela. C'est un article contenu à la page 2 dans cette correspondance musclée et signé du responsable, du président du SDF pour le centre, Emmanuel Tonga. Ces derniers font savoir relativement donc à l'acte immoral qui consistait à le feuillage des militants du Social Democratic Front devant le président de la République, Paul Biya au boulevard du 20 mai. Le 20 mai dernier, des militants du SDF qui avaient choisi de défiler torse nu, et bien en réponse le parti de la Balance fait savoir que pour lui ou pour eux, les militants du SDF, l'immoralité consiste par exemple à refuser d'aller à la retraite lorsqu'on a atteint l'âge y afférent pour céder la place aux jeunes. L'immoralité pour le SDF relativement à ce cas, c'est aussi de vivre de son salaire et ne pas avoir autant de terrain et de maisons comme celle dont sont propriétaires le préfet du département du Fundi. Le journal La Nouvelle Expression parle aussi d'élections et la COASIC qui réclame un consensus. La coalition citoyenne pour le Cameroun travaille à l'avènement d'un système électoral consensuel avant la tenue des élections prochaines. Et puis présidentielle 2018, à lire à la page 6, le retour des démons au niveau de l'Union des populations du Cameroun. La présidente du comité directeur et le secrétaire général sont en désaccord sur la participation du parti à la prochaine présidentielle. Info Matin nous mène ce jour dans les arcanes de la justice autour de l'affaire Atou et une bombe sur la table du tribunal criminel spécial. Comment le processus de liquidation des sociétés d'État a enfanté des monstres à 1000 têtes. Un dossier consacré donc à cela, aux pages 2 et 3, des monstres qui se recrutent essentiellement dans la fonction publique et aussi sur le processus de privatisation et de liquidation de nombreuses entreprises d'État biaisées avec de nombreuses magouilles et des cas de
corruption, à lire donc dans le journal Info au matin, publication de ce mercredi. L'œil du Sahel parle d'exploitation minière à sa une ce matin avec des Britanniques qui veulent investir dans l'or de Bibemi. Bibemi, c'est une localité de la région du Nord. Il s'agit de la société Stratex International qui est spécialisée dans l'exploration et le développement des projets d'exploitation d'or et d'autres métaux de base et précieux en Europe et en Afrique. L'entreprise qui a annoncé qu'elle a conclu un accord d'option conditionnelle avec les différentes parties et notamment le Cameroun. Et donc désormais il ne sera plus question d'exploiter de façon artisanale l'or de Bibemi, une exploitation désormais beaucoup plus industrielle et beaucoup plus organisée. Et le journal nous parle aussi de ce fait du côté du Garoua, 23 tonnes d'emballage plastique qui ont été détruits. C'est une information contenue à la page 8 de l'œil du Sahel. Ouest Echo s'intéresse à la crise à l'église évangélique du Cameroun et le président Ndjé Toya qui s'accroche malgré les revers judiciaires. Le journal nous fait savoir qu'en dépit des verdicts en sa défaveur, pasteur Ndjé Toya a choisi le dilatoire et le contournement de la justice pour se maintenir jusqu'à la fin de son mandat, voire au-delà. Les stratégies de ce dernier sont donc présentées dans les colonnes de ce journal. Albert Zongan qui désigne Marcel Niat Ndifendi, le président du Sénat. Albert Zongan qui, à travers une tribune présentant l'État, il est l'actu de ce dernier du côté du département d'Undé, son département d'origine. Le Popoli s'intéresse aux coupures électriques. La grande une donc du journal Le Popoli qui nous parle de ces coupures électriques intempestives. Et le Cameroun qui a mal à ses barrages, nous dit le journal Le Popoli avec cette caricature du chef de l'État, voilà, qui parle de l'Opangar absent, de Memvele absent, de Mekim absent, mais à la fin, cette caricature du chef de l'État qui se demande avec quoi il va engager sa campagne électorale. Le Messager s'intéresse à l'équilibre régional à grande une, le grand mensonge camerounais, c'est ce que dit le Messager, donc, qui fait savoir qu'au prétexte de promouvoir l'équilibre dans l'accès aux fonctions publiques, l'État camerounais développe depuis de nombreuses années une politique clientéliste et népotiste mettant donc en danger tout mérite, s'appuyant sur une répartition province par province. Le sociodémographe et chercheur Ali Forte, Narcisse Mbongmo, décrypte pour le Messager ce matin donc ce système qui mérite d'être radicalement réformé, nous dit le Messager qui présente donc les limites de l'équilibre régional. Le repère qui titre sur le financement de la campagne de Paul Biya. Pourquoi le centre s'agite? C'est une interrogation. Toutes les régions invitent le chef de l'État à se présenter, à se représenter. Celle qui abrite le siège des institutions est jusqu'ici la seule à se mobiliser pour soutenir financièrement cette candidature. Et puis, le gouvernance publique toujours dans les colonnes de repère et la Banque mondiale qui expose le train de vie plutôt somptuaire de l'État. Un appel donc à la réduction de ce train de vie de l'État. Mutation parle de la candidature de Paul Biya. Le contre-appel d'un conseiller de Kadhafi, lettre ouverte de Jean-Pierrot Maïs au peuple camerounais à quelques mois de l'élection présidentielle. Une insurge donc contre ces multiples appels à la candidature de Paul Biya. Puis le quotidien de l'économie parle de financement extérieur et l'État qui dénonce les procédures des bailleurs de fonds pour les cadres de l'administration publique. La multiplicité des modes de décaissement est à l'origine de plusieurs insuffisances observées dans l'utilisation des financements tirés des partenaires techniques et financiers. Et le journal qui nous parle aussi de la crise anglophone et d'Amnesty International qui condamne les violences de l'armée. L'organisation internationale a rendu public les différentes agressions subies dans les régions anglophones dans un rapport fruit de plusieurs entretiens effectués au Cameroun.
Cameroun. Cameroun Tribune s'intéresse au marché des entreprises publiques et présente ce matin dans ses colonnes les nouvelles règles. Cameroun Tribune, donc, qui fait savoir que le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret qui réorganise la passation et le contrôle des marchés publics au sein des entreprises d'État. L'intégralité du texte est contenue donc dans un dossier que nous propose ce journal qui parle aussi de lutte contre la corruption et des efforts fructueux de la CONAC, fruitful efforts by CONAC in the fight against corruption in Cameroon. Le jour pour terminer s'intéresse à la crise anglophone et parle de ce débat sur le fédéralisme avec cette interrogation. Paul Biya change-t-il d'avis? Les non-dits du communiqué final de la mission de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à Bamenda. Le retentissement des événements dans le nord-ouest et le sud-ouest semble, selon ce journal, faire bouger les lignes. Ceci au regard donc des dernières sorties, notamment du ministre en charge de l'enseignement supérieur, par ailleurs membre du comité central et en charge de la communication de ce côté-là, qui a fait savoir que le RDPC n'était pas fermé, en tout cas au débat sur le fédéralisme. Le journal Le Jour en parlait déjà d'ailleurs lundi dernier. Puis Coupe du Monde 2026, quelle chance pour le Maroc? Interrogation tout aussi quand on sait le calibre des autres candidats à l'organisation de cette Coupe du Monde et surtout compte tenu du fait que certains pays africains refusent de soutenir cette candidature marocaine. Voilà qui nous permet donc de sortir de ce parcours des grandes unes et de nous retrouver nos invités. Driss Lisson, bonjour. Bonjour Eric Massal, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier aux populations de Douala et surtout celles de la zone Japoma. Dokoti, vous savez qu'on a tellement de nids de poules de ce côté-là. On a l'espoir que la communauté urbaine ne nous a pas oubliés pour qu'on sorte de ces embouteillages qui n'en finissent point. Absolument. Allez, on vous souhaite bonne chance de ce côté-là. Hervé Villard-Mdile, bonjour. Bonjour Eric Martial, bonjour à Idriss, bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers le petit écran. Allez, bienvenue à vous, messieurs. La crise anglophone, une fois encore à la une de plusieurs journaux ce matin. Le Jour qui parle de crise anglophone et de ce débat sur la question du fédéralisme et avec cette interrogation. Paul Biya, change-t-il d'avis selon vous, Idriss? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a pu bien faire bouger les lignes puisque Le Jour qui insiste sur cette actualité était déjà venu lundi avec cette sortie du ministre Jacques Famendongo qui a montré que le parti au pouvoir était ouvert au débat sur le fédéralisme. Bon, Eric Bassia, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bon, on a l'habitude de le dire. Il faut dire que aujourd'hui, on constate que le mot fédéralisme était un mot presque tabou. Lorsque cette crise a commencé en 2016, on n'en voulait pas. Lorsque quelqu'un évoquait cela, c'était comme si cette personne avait, je ne sais pas, ouvert la boîte de Pandore. Mais on constate que, vu la situation sur le terrain, vu le pourrissement, vu tout ce qui relève avec des villages entiers brûlés, qui n'existent plus, avec des morts qui s'enchaînent à l'appel, et entre la sécession et le fédéralisme, ce qui était hier un sujet tabou devient désormais une question publique. Je pense que là, si la question que se pose le journal Le Quotidien Le Jour n'a pas de réponse, et celui-là qui doit répondre, c'est à lui, on attend toujours sa réponse. Mais le journal s'interroge parce qu'à la vue de ce qui se passe, vu la posture du RDPC qui est en avant et son gouvernement qui était jusque-là arc-bouté du fait que l'État doit rester unitaire, pas de retour catégorique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a cette ouverture qui s'est faite et de ce constat, il est normal que le quotidien Le Jour s'interroge et je pense que celui-là qui doit trancher, à qui les uns et les autres demandent depuis le début de la crise à s'impliquer fortement, on a l'impression qu'il est totalement retiré de cette question, qu'il pourra finalement se répondre à la question qui est posée.
Comme il n'a pas peut-être l'habitude de répondre au chef de l'État, peut-être que les actes vont nous permettre de savoir s'il a changé d'avis voilà, à ce niveau, puisque le journal rappelle clairement que dans l'un de ses derniers discours, il faisait savoir que la forme de l'État n'est pas négociable, justement. Alors, de plus en plus, au-delà des unes de journaux qui estiment que ça bouge au niveau des lignes en termes de position du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, surtout du président de la République, Hervé Villardélé, on va constater que tout ceci arrive alors qu'on est en pleine session de l'Assemblée nationale et que malgré cela, la question n'est toujours pas portée à l'attention des députés. Malheureusement, on peut le regretter, Rima Sandjomo, parce qu'en fait, on attendait que là où se débat les intérêts de la nation, là où se débat l'avenir du Cameroun, que ce problème puisse faire partie des priorités, des sujets les plus importants à débattre au courant des différentes assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas et on espère que les députés, les partis d'opposition qui, depuis le début de cette crise, militent à ce que l'on puisse inscrire ça dans l'ordre du jour, feront des pieds et des mains pour que, pour une fois, le sujet puisse être admis. En y attendant, il faudrait bien que les uns et les autres travaillent à un différent niveau pour que cette situation puisse changer. Sauf qu'au moment où nous sommes en train de parler, la crise continue à s'enlisser. Et selon les informations, il semble que le palais de justice du côté de Mayoka a été incendié ce matin. Nous n'avons pas encore vu cette information, mais vous comprenez que ce sont des éléments qui pourraient suffire, que la crise n'est pas... On est loin de la calmer. On est loin de la calmer et que la crise ne continue qu'à s'enliser. Et on ne peut que regretter cela et on comprend pourquoi le jour peut s'interroger sur le débat, sur la forme, sur le fédéralisme aujourd'hui. Il dit ce scénario tout à l'heure que au début de cette crise, on n'en parlait pas. Dès que vous avez prononcé ce mot, vous faisiez partie de ceux-là qu'il fallait éradiquer. C'est-à-dire qu'on vous arrêtait directement, vous mettez en prison parce que vous l'avez évoqué certainement, que vous avez un penchant pour le changement de la forme de l'État. Or, pourtant, parler du fédéralisme n'est pas... Vous étiez perçu comme quelqu'un qui n'aime pas le pays. Exactement. Parler du fédéralisme ne voudrait pas dire qu'on adopte le fédéralisme. C'est juste une forme de débat. Et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, notre gouvernement ou bien l'État ne veut pas ouvrir ou bien refuse d'ouvrir, d'admettre un débat. Un débat, c'est une juxtaposition des idées. Et je pense que quand les idées s'entrechoquent, des idées qui s'entrechoquent, naît la vérité. Et je pense que si on veut construire un pays comme le Cameroun, c'est à travers les débats. Et les uns et les autres qui ont les arguments les plus poignants, les arguments les plus solides pour convaincre l'État, seront ceux qui doivent effectivement l'emporter. Débattre dans ce sujet ne voudrait jamais dire qu'on va faire une mutation dans ce sens-là, mais au moins c'est écouter les uns les autres. Et je pense que la crise s'est davantage enlisée parce qu'on a refusé d'écouter les uns les autres. Quand vous avez des gens qui souffrent, laissez-les crier. Quand on vous tape, vous avez le droit de pleurer. Mais si on vous empêche en vous tapant de pleurer, mais je pense que là, c'est là où on va tout gâter. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait justement que le débat, un débat inclusif, puisse être organisé dans ce sens-là, pour que, lors de cette crise, surtout que nous avons les grandes échéances qui nous attendent, à côté des élections municipales, législatives qu'on attend, il y a quand même les présidentielles. Et pour que le chef d'État qui sera voté puisse bénéficier de l'assentiment de tous les Camerounais, il faudrait qu'il y ait accalmie et que dans ces zones-là puisse avoir élection. Auquel cas, on dirait que l'élection a été partielle, parce qu'il y a une partie du Cameroun qui n'aurait pas voté, qui n'aura pas voté. Président. Alors, justement, restant sur la crise anglophone, au niveau de la nouvelle expression, comme plusieurs autres journaux, on revient sur ce rapport d'Amnesty International, un rapport publié le 12 juin dernier. C'est un rapport qui charge l'armée, mais aussi qui charge les séparatistes, et donc un rapport plutôt équilibré, parce que jusque-là, on va constater, Idriss Lissom, que le gouvernement ou les gouvernants se plaignaient de ce que la plupart des rapports d'Amnesty International ou de ces organisations non gouvernementales internationales avaient tendance plutôt à relever, à mettre en avant les exactions de l'armée. Oui, Éric Bassia, le rapport est assez documenté. Lorsqu'on le lit, on constate que au-delà de ce que la presse relève tous les jours, la presse qui suit cette crise avec tout ce qui se passe, au-delà des réseaux sociaux, avec toute la manipulation qui avait des fakes et des images montées par-ci par-là, Amnesty International est descendu sur le terrain. En lisant ce rapport, on constate qu'il est assez documenté pour démontrer que les séparatistes commettent des exactions, tuent des hommes en tenue, même aussi des populations civiles, créent la terreur dans les écoles, menacent des enseignants et tout ça. Et dans ce rapport, on constate aussi que l'armée arrête des innocents, bastonne des innocents, contribue aussi à détruire les biens et immeubles
des populations et qui a aussi beaucoup de civils qui sont tués, qui sont un peu, comment on peut dire, des dégâts collatéraux, les victimes collatérales avec tout ce que cela comporte. Donc, ce rapport présente la situation qui n'est qu'une conséquence de l'enlisement. Tout à l'heure, vous avez vu, on parlait du débat. Voilà, une histoire qui a commencé par une grève et qui se termine aujourd'hui avec presque... Elle n'est pas terminée. En fait, non, qui se poursuit aujourd'hui, on ne sait pas voilà, comment elle se terminera demain, qui se poursuit avec un enlisement incroyable, avec des populations, des milliers de réfugiés internes comme externes. Donc, c'est pour dire tout simplement que moi, je suis très, très surpris, à la limite même scandalisé, Éric Martial, parce que lorsque la presse ressort un peu, aujourd'hui, on lit dans tous les journaux ces rapports d'amnistie. Entre-temps, nous avons des députés qui sont les élus du peuple, ceux-là que nous avons élus, qui sont à l'Assemblée nationale, ils représentent quel peuple? J'attendrai de voir, tout au moins, en fait, même les 180 députés, s'élever et dire, mais attention, il faut que ça cesse. Que ce soit les exactions des séparatistes, que ce soit les exactions de l'armée. Et pour que ça cesse, il faut qu'on mette, comment on dit, la balle au centre et que tout cela s'arrête, tout au moins. C'est de ça qu'il est question. Et je ne vois aucun député, en fait, en dehors de ceux de l'opposition, qui s'agitent et qui sont visibles, mais les autres, même ceux qui sont du RDPC, qui sont aux du Sud-Ouest, ils font, ça veut dire qu'ils sont tranquilles dans leur coin, et ils attendent qu'on puisse encore les voter. Moi, je suis quand même surpris. Et je me dis, ces gens-là, peut-être que c'est quel type de politique ils font. Mais si on respecte la discipline du parti. Quand on respecte la discipline du parti, le parti viendra vous faire élire dans quel comment où le peuple que vous abandonnez. Non-assistance à la population en danger. Voilà les députés qui sont là. Et aujourd'hui, on dit un député n'est pas seulement le député de sa circonscription de la nation. Mais les autres, même du RDPC d'ailleurs. Moi, j'ai vu des lecteurs de journaux à sanctionner même ces députés qui ne peuvent pas, qui laissent le pays aller en vrille et ils sont tranquilles, assis, ils prennent leur perdième à l'Assemblée et c'est la cour douce. Non, sanctionnons les députés de la nation du RDPC qui bloquent tous les seuls, qui laissent un peuple pourri en danger et ils ne font absolument rien. Donc, je pense que ce rapport d'amnistie devant tirer la sonnette d'alarme et inviter les députés qui sont en session en ce moment d'arrêter ce massacre en prenant une position, au moins le Congrès. Hervé Viard, appréciation de ce rapport de Amnesty International. Je pense que pour une fois, on est d'accord avec Amnesty International. Vous vous souvenez que lors de la dernière sortie concernant la guerre contre Boko Haram à partir septentrionale du Cameroun, il n'y a que l'armée qui avait été visée, comme si les droits de l'homme devaient être seulement respectés par l'armée. Or, les droits de l'homme sont universels. Ça veut dire que la fois les assaillants doivent tenir compte du fait que ce sont les hommes qui sont en train de tuer, parce qu'en réalité, chaque fois qu'un soldat a été tué, c'est un homme qui a également besoin que ses droits puissent être respectés, qui est assassiné. Même chose quand ce sont les assaillants qui sont abattus. Donc je pense que c'est une forme d'interpellation à tous ceux-là qui sont en guerre, ou bien tous ceux qui sont en crise. Tous les protagonistes. Les deux protagonistes, aux deux factions, de pouvoir au moins respecter la dignité humaine. Et pourquoi pas, c'est une forme d'interpellation, là, dit, en présentant une forme de bilan, c'est de leur faire comprendre que voilà, le mal est assez profond, vous avez déjà trop assassiné, vous avez déjà trop détruit, vous avez déjà pourri la vie d'une nation. Peut-être il est temps que vous arrêtez, parce que peut-être vous commettez vos différentes exactions sans toutefois mesurer la portée. Voilà une forme de bilan. Et Amnesty qui sort, en tout cas, qui comme à chaque fois fait une esquisse de piste de sortie et reste sur la logique du dialogue comme l'une des principales solutions. Nous l'avons toujours dit sur ce plateau et nous le redisons toujours. Le dialogue, chaque fois, même après la Première Guerre mondiale, il y a eu toujours... les gens sont assis au Conseil des Nations, ils sont assis, ils ont la SDN pour pouvoir mettre fin à la guerre. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a mis sur pied les Nations Unies pour pouvoir empêcher que de telles crises ne puissent encore se reproduire. Et je pense même que s'il y a eu négociation et dialogue, que ce soit avec les pères, c'était également avec ceux qui ont perdu la guerre et les vainqueurs de la guerre. Donc au Cameroun également, je pense qu'on ne peut pas passer outre cette mesure-là. Le dialogue est indiscutable et c'est la voie de sortie de cette crise. Dans le temps que le gouvernement et les leaders de ce côté-là puissent s'asseoir et dire les nôtres ont suffisamment péri dans cette crise. Vraiment, mettons fin et entendons-nous au moins sur un certain nombre de choses. Mettons fin à cette guerre. Donc pour vous, messieurs, c'est un rapport difficilement discutable. En tout cas, Amnesty International essaye de mettre toutes les balles de son côté, puisque l'organisation internationale, dans ce rapport, fait savoir qu'elle s'est appuyée sur de nombreux témoignages des victimes et même de témoins, et aussi sur
c'est un aspect important sur des vidéos par satellite, voilà, qui leur ont permis de voir des exactions commises par une partie comme l'autre. Alors on évolue avec le Social Democratic Front et cette réponse qui était très attendue, on parle de réponse, la nouvelle expression nous parle de réponse rugueuse, et ça elle l'est véritablement puisqu'elle attaque de front le préfet du Foundi. En rappel, le préfet du Foundi au lendemain du 20 mai avait commis une lettre au sein ou dans laquelle il fustigeait le comportement des militants du Social Democratic Front dans la région du centre, des militants qui avaient défilé torse nu devant le chef de l'État le 20 mai dernier. La réponse est là, Idriss Lisson. Oui, la réponse, elle est là et claire. Je pense qu'ils ont utilisé le même schéma, le même ton que celui du préfet. C'est tout à fait logique. Et moi, je dis tout simplement que la sortie du préfet, pour moi, était une sortie maladroite. Parce que nous sommes dans un environnement où si on dit que nous sommes en démocratie, il faut de tout pour faire le monde. Il faut que les gens puissent exprimer ce mot d'expression, Idriss. Oui. Est-ce qu'il n'est pas Monsieur Eri Massan Djomo, c'est une question. Monsieur Eri Massan Djomo, lorsque les mamans et les vieilles femmes se déshabillent pour faire part de leur colère, que diriez-vous de cela? Parce que là, ils ont seulement enlevé les t-shirts. Supposons que ces mamans-là étaient à la place de 20 mai et qu'elles se déshabillent. Mais puisque c'est connu dans notre culture, c'est une forme d'expression de la frustration. Mais vraiment, c'est pour cela que je suis totalement surpris. Mais chacun est libre d'exprimer son état d'esprit, sa colère. Alors, que ça plaise ou pas, c'est de ça qu'il est question. Et le SDF a pensé qu'il fallait qu'ils démontrent qu'ils ne sont pas du tout en colère parce que le pays... Mais qu'ils devraient être joyeux en ce moment face à ce que nous vivons dans ce pays. Moi, je suis quand même surpris que les gens pleurent des morts, pleurent une situation gravissime, un pays qui s'était dit pays de paix. Et je suis toujours surpris que certains en face du RPC, pour ne pas les nommer, sont contents toujours de dire que nous sommes un pays de paix. Mais sommes-nous toujours un pays de paix face à cette situation? Voilà des gens qui expriment leur colère de leur manière. D'autres pouvaient même s'asseoir. Bon, ils voulaient quoi? Que les militaires s'asseyent devant le président de la République et comment pleurer? Je dis, le préfet a commis cette doute et il fallait une réponse et le SDF. Pour vous, la réponse est appropriée. Et en lui démontrant, selon le SDF, ce qu'on appelle l'immoralité. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, l'immoralité est plutôt... C'est-à-dire, on indexe les laissés pour compte. On indexe les souffriteux que nous sommes. On indexe le peuple qui n'a pas... Qui n'a rien fait. Alors que ceux-là, qui sont qui sont l'incarnation de l'immoralité, parce que ils vivent de la corruption, c'est-à-dire qu'ils sont de leur position, ils accaparent les terres, ils font ceci, ils font cela. C'est eux qui sont les immoraux. Et c'est ce que les gens rappellent qu'attention, monsieur le préfet, en regardant de près, peut-être que c'est vous qui êtes immoral et non les militants de l'SDF. Voilà, et s'appuyant sur le fait que le préfet refuse d'aller en retraite alors que l'âge est dépassé, ou alors sur... ils partent, les militants du SDF, Emmanuel Tonga, le président du FDF Centre, jusqu'à toucher, parler des biens matériels de monsieur le préfet du Foundi. Ça, pour vous, c'est une réponse appropriée? Bon, je pense que quand on va faire des combats, en boxe, il y a des règles. Mais quand on va au-dessous de la ceinture, je pense qu'on ne va pas également au-dessous de la ceinture. Je pense que c'est une réaction qui va dans ce sens-là, qu'il ne reste plus les canons, les canons moraux. Donc, les canons moraux de bienséance. Donc, du coup, c'était un coup en dessous de la ceinture. C'est pour faire mal. Le SF a voulu faire mal. C'est une réponse qui ressemble à la sortie du préfet. Retour à l'ascenseur, tout simplement. Justement, il faut dire, pour comprendre la réaction du SDF, ou bien pour comprendre le défilé. Le SDF a défilé torse nu parce qu'on leur a interdit ce jour-là de défiler avec des banderoles. Vous vous souvenez que lors de la célébration de la fête de l'unité, on ne peut pas célébrer l'unité quand le Cameroun est désuni, en fait, du moins de fait. Parce qu'une partie a une contestation et des Camerounais qui revendiquent un certain nombre de choses, un certain nombre de privilèges, un certain nombre de choses sont en train d'être assassinées. Vous pensez qu'il y a la paix et que c'est en train de célébrer l'unité. Et pour démontrer cela, il fallait bien que SDF, qui a vu ces banderoles, parce qu'ils avaient des banderoles qui devaient passer, ils devaient défiler avec des banderoles,
qui a vu ce banderole a été saisi, tout ce qui était écrit était saisi, tout. Il fallait donc trouver un mode d'expression. Je pense que les gars ils ont trouvé cela comme mode d'expression. Ils ont été créatifs. Voilà. Ils ont été très créatifs en disant, ok, nous allons passer, retenir le de cette façon-là. De cette façon, nous, on allez, va nous permettez que ils ont défilé. puissions... Donc, je pense que, Eric, c'était pour montrer que le Cameroun ne va pas bien. Ce n'est pas pour faire autre chose. C'est seulement pour dire que le Cameroun ne va pas bien, il faut résoudre le problème qu'on demeure unis. Allez, on va sortir avec l'équilibre régional qui est à la une du journal Le Messager ce matin. Et le Messager parle de grands mensonges camerounais parce que le constat est fait par ce journal. Cette logique d'équilibre régional finalement est un véritable coup de massue au mérite dans notre pays. Oui, et c'est pour cela que après plus de 50 ans, nous trouvons. Moi, je suis toujours très amusé, Éric Maciel, lorsque les gens mettent en avant l'équilibre régional. Je pense que si nos aînés ont choisi l'équilibre régional, il faut être aussi foi à un moment donné de constater, de faire l'état. Et c'est pour ça que le Messager de ce matin a lu cette analyse de ces démographes qui a pris du temps, un travail scientifique, et de ce travail scientifique et des données chiffrées, on constate que finalement l'équilibre régional est un gros mensonge. Mais qu'est-ce qui n'est pas un mensonge, Éric Maciel, dans ce pays? Parce qu'un grand mensonge, parce que les gens mettent en avant l'équilibre régional et ils font autre chose. C'est de ça qu'il est question. Les gens mettent en avant l'équilibre régional et ils font autre chose. Donc, il est temps. Est-ce que c'est pour tout cela? Est-ce que le moment n'est pas venu pour que nous nous mettions tous ensemble pour questionner ce qui avait été arrêté? Donc, alors, je pense, pour terminer, que l'équilibre régional, aujourd'hui, au Cameroun, n'a plus la place. Il faut qu'on revienne à la méritocratie. Parce que l'équilibre régional nous a amenés dans la pauvreté et 55 ans plus tard, nous sommes toujours au niveau où nous sommes. Alors, Hervé Viard, le journal parle, à travers ce scientifique, de refondation totale et de disparition même de cette notion d'équilibre régional. Bien sûr, il faudrait que ça disparaisse. Déjà que même à la base, c'était faussé. Parce que si au Cameroun, on a 10 régions et que l'on pense que c'est parce qu'il y a une région qui est plus grande que l'autre et que la région a le droit d'avoir 10 représentants dans certaines institutions, tandis que les uns ont droit à un seul représentant, je pense que c'est déjà faussé. On a 10 régions, on contribue de manière, chacun à son niveau, à ce que le pays puisse être là où il est aujourd'hui. Sauf que plus le temps passe, on se rend compte que ce sont des éléments qui sont pas assez scientifiques pour permettre au Cameroun d'être développé. Donc, du coup, je pense que pour construire un pays qui est concurrentiel, qui doit titiller les autres du monde entier, c'est sur la base du mérite. La science, elle ne trompe pas. Sur la base des scientifiques, je pense qu'on travaille avec les meilleurs. Et je pense qu'avec les meilleurs, certainement qu'on ne serait pas en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que occuper des postes de responsabilité dans ce pays, des personnes qui ne sont pas parce qu'ils le méritent, qui sont parce qu'ils appartiennent à certaines tribus. Et du coup, ça contribue même à promouvoir ce qu'on appelle le tribalisme dans un pays qui se veut unitaire. Et le sectarisme, parce que les autres étant feignants, ils sont obligés de s'accrocher à des sectes pour pouvoir avoir ces occupations. Et conséquence, nous sommes là où nous sommes. On s'imagine donc du coup que des gens qui n'ont pas le profit de l'emploi se retrouvent à gérer. À des postes du coup, importants. On va se retrouver toujours à la traîne. Et du coup, la Banque mondiale et autres pourront toujours nous servir ce qu'on sert. Ce qui fait que l'accès à la fonction... Nous continuons à utiliser, à consommer l'argent de l'État et ne pas produire. Peut-être faut produire pour avoir une balance commerciale équilibrée. Allez, merci. Merci, messieurs. Merci, Idriss. Merci à Viard. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. Madame, monsieur, demain sera notre jour. Nous serons là pour un autre numéro. Entre-temps, nous vous souhaitons de passer une très belle journée en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Au revoir. De retour catégorique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a cette ouverture qui s'est faite et de ce constat, il est normal que le quotidien de jour s'interroge et je pense que celui-là qui doit trancher, à qui les uns et les autres demandent depuis le début de la crise à s'impliquer fortement, on a l'impression qu'il est totalement retiré de cette question, qu'il pourra finalement se répondre à la question qui est posée.
Comme il n'a pas peut-être l'habitude de répondre au chef de l'État, peut-être que les actes vont nous permettre de savoir s'il a changé d'avis voilà, à ce niveau, puisque le journal rappelle clairement que dans l'un de ses derniers discours, il faisait savoir que la forme de l'État n'est pas négociable, justement. Alors, de plus en plus, au-delà des unes de journaux qui estiment que ça bouge au niveau des lignes en termes de position du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, surtout du président de la République, Hervé Villardilé, on va constater que tout ceci arrive alors qu'on est en pleine session de l'Assemblée nationale et que malgré cela, la question n'est toujours pas portée à l'attention des députés. Malheureusement, on peut le regretter, Hervé Machandjomo, parce qu'en fait, on attendait que là où se débat les intérêts de la nation, là où se débat l'avenir du Cameroun, que ce problème puisse faire partie des priorités, des sujets les plus importants à débattre au courant des différentes assemblées, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas et on espère que les députés, les partis d'opposition qui, depuis le début de cette crise, militent à ce que l'on puisse inscrire ça dans l'ordre du jour, feront des pieds et des mains pour que, une fois, le sujet puisse être admis. En y attendant, il faudrait bien que les uns et les autres travaillent à un différent niveau pour que cette situation puisse changer. Sauf qu'au moment où nous sommes en train de parler, la crise continue à s'enlisser. Et selon les informations, il semble que le palais de justice du côté de Mayoka a été incendié ce matin. Nous n'avons pas encore vu cette information, mais vous comprenez que ce sont des éléments qui pourraient suffire, que la crise n'est pas... On est loin de la calmer. On est loin de la calmer et que la crise ne continue qu'à s'enliser. Et on ne peut que regretter cela et on comprend pourquoi le jour peut s'interroger sur le débat, sur la forme, sur le fédéralisme aujourd'hui. Il dit ce scénario tout à l'heure que au début de cette crise, on n'en parlait pas. Dès que vous avez prononcé ce mot, vous faisiez partie de ceux-là qu'il fallait éradiquer. C'est-à-dire qu'on vous arrêtait directement, vous mettez en prison parce que vous l'avez évoqué, certainement que vous avez un penchant pour le changement de la forme de l'État. Or, pourtant, parler du fédéralisme n'est pas... Vous étiez perçu comme quelqu'un qui n'aime pas le pays. Exactement. Parler du fédéralisme ne voudrait pas dire qu'on adopte le fédéralisme. C'est juste une forme de débat. Et je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à présent, notre gouvernement ou bien l'État ne veut pas ouvrir ou bien refuse d'ouvrir, d'admettre un débat. Un débat, c'est une juxtaposition des idées. Et je pense que quand les idées s'entrechoquent, des idées qui s'entrechoquent, n'est la vérité. Et je pense que si on veut construire un pays comme le Cameroun, c'est à travers les débats. Et les uns et les autres qui ont les arguments les plus poignants, les arguments les plus solides pour convaincre l'État, seront ceux qui doivent effectivement l'emporter. Débattre dans ce sujet ne voudrait jamais dire qu'on va faire une mutation dans ce sens-là, mais au moins c'est écouter les uns et les autres. Et je pense que la crise s'est davantage enlisée parce qu'on a refusé d'écouter les uns et les autres. Quand vous avez des gens qui souffrent, laissez-les crier. Quand on vous tape, vous avez le droit de pleurer. Mais si on vous empêche en vous tapant de pleurer, mais je pense que là, c'est là où on va tout gâter. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faudrait justement que le débat, un débat inclusif, puisse être organisé dans ce sens-là, pour que, lors de cette crise, surtout que nous avons les grandes échéances qui nous attendent, à côté des élections municipales, législatives qu'on attend, il y a quand même les présidentielles. Et pour que le chef d'État qui sera voté puisse bénéficier de l'assentiment de tous les Camerounais, il faudrait qu'il y ait accalmie et que dans ces zones-là puisse avoir élection. Auquel cas, on dirait que l'élection a été partielle, parce qu'il y a une partie du Cameroun qui n'aura pas voté, qui n'aura pas voté. Président. Alors, justement, restant sur la crise anglophone, au niveau de la nouvelle expression, comme plusieurs autres journaux, on revient sur ce rapport d'Amnesty International, un rapport publié le 12 juin dernier, c'est un rapport qui charge l'armée, mais aussi qui charge les séparatistes, et donc un rapport plutôt équilibré, parce que jusque-là, on va constater, Idriss Lissom, que le gouvernement ou les gouvernants se plaignaient de ce que la plupart des rapports d'Amnesty International ou de ces organisations non gouvernementales internationales avaient tendance plutôt à relever, à mettre en avant les exactions de l'armée. Oui, Éric Massia, le rapport est assez documenté. Lorsqu'on le lit, on constate que faute de décaissement est à l'origine de plusieurs insuffisances observées dans l'utilisation des financements tirés des partenaires techniques et financiers. Et le journal qui nous parle aussi de la crise anglophone et d'Amnesty International qui condamne les violences de l'armée. L'organisation internationale a rendu public les différentes agressions subies dans les régions anglophones dans un rapport fruit de plusieurs entretiens effectués au Cameroun. Cameroun Tribune s'intéresse au marché des entreprises publiques et présente ce matin dans ses colonnes les nouvelles règles
Cameroun Tribune donc, qui fait savoir que le président de la République, Paul Biya, a signé hier un décret qui réorganise la passation et le contrôle des marchés publics au sein des entreprises d'État. L'intégralité du texte est contenue donc dans un dossier que nous propose ce journal qui parle aussi de lutte contre la corruption et des efforts fructueux de la CONAC, fruitful efforts by CONAC in the fight against corruption in Cameroun. Le jour pour terminer s'intéresse à la crise anglophone et parle de ce débat sur le fédéralisme avec cette interrogation. Paul Biya change-t-il d'avis? Les non-dits du communiqué final de la mission de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à Bamenda. Le retentissement des événements dans le nord-ouest et le sud-ouest semble, selon ce journal, faire bouger les lignes. Ceci au regard donc des dernières sorties, notamment du ministre en charge de l'enseignement supérieur, par ailleurs membre du comité central et en charge de la communication de ce côté-là, qui a fait savoir que le RDPC n'était pas fermé, en tout cas au débat sur le fédéralisme. Le journal Le Jour en parlait déjà d'ailleurs lundi dernier. Puis Coupe du Monde 2026, quelle chance pour le Maroc? Interrogation tout aussi quand on sait le calibre des autres candidats à l'organisation de cette Coupe du Monde et surtout compte tenu du fait que certains pays africains refusent de soutenir cette candidature marocaine. Voilà qui nous permet donc de sortir de ce parcours des grandes unes et de nous retrouver nos invités. Driss Lisson, bonjour. Bonjour Eric Massad, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier aux populations de Douala et surtout celles de la zone Japoma. Dokoti, vous savez qu'on a tellement de nids de poules de ce côté-là. On a l'espoir que la communauté urbaine ne nous a pas oubliés pour qu'on sorte de ces embouteillages qui n'en finissent pas. Absolument. Allez, on vous souhaite bonne chance de ce côté-là. Hervé Villard-Mdile, bonjour. Bonjour Henri Martial, bonjour Idriss, bonjour également à tous ceux qui nous regardent à travers le petit écran. Allez, bienvenue à vous, messieurs. La crise anglophone, une fois encore à la une de plusieurs journaux ce matin. Le Jour qui parle de crise anglophone et de ce débat sur la question du fédéralisme et avec cette interrogation. Paul Biya, change-t-il d'avis selon vous, Idriss? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui a pu bien faire bouger les lignes puisque Le Jour qui insiste sur cette actualité était déjà venu lundi avec cette sortie du ministre Jacques Famendongo qui a montré que le parti au pouvoir était ouvert au débat sur le fédéralisme. Bon, Eric Bassia, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Bon, on a l'habitude de le dire. Il faut dire que aujourd'hui, on constate que le mot fédéralisme était un mot presque tabou. Lorsque cette crise a commencé en 2016, on n'en voulait pas. Lorsque quelqu'un évoquait cela, c'était comme si cette personne avait, je ne sais pas, ouvert la boîte de Pandore. Mais on constate que, vu la situation sur le terrain, vu le pourrissement, vu tout ce qui relève avec des villages entiers brûlés, qui n'existent plus, avec des morts qui s'enchaînent à l'appel, et entre la sécession et le fédéralisme, ce qui était hier un sujet tabou devient désormais une question publique. Je pense que là, si la question que se pose le journal Le Quotidien Le Jour n'a pas de réponse, et celui-là qui doit répondre, c'est à lui, on attend toujours sa réponse. Mais le journal s'interroge parce qu'à la vue de ce qui se passe, vu la posture du RDPC qui est en avant et son gouvernement qui était jusque-là arc-bouté du fait que l'État doit rester unitaire, pas Bonjour à tous, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bienvenue à la revue des Grandes Unes avec nos invités qui sont déjà installés pour commenter ces Grandes Unes à nos côtés. Mais avant de leur donner la parole, revisitons justement ces Grandes Unes et démarrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse ce matin à la crise anglophone et ce rapport de Amnesty International qui charge l'armée et les séparatistes dans son dernier rapport intitulé « Une tournure tragique, violence et atteinte aux droits
humains dans les régions anglophones du Cameroun. L'organisation internationale accuse à la fois les terroristes et les forces de défense camerounaises de commettre des exactions sur les civils dans les parties nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Parlant des indépendantistes, le rapport d'Amnesty International fait savoir que ceux-ci ont tout simplement tué une quarantaine d'éléments des forces de l'ordre. Le rapport fait aussi savoir que ces derniers ont très souvent terrorisé les populations, détruit et même tué certaines de ces populations, sans compter les édifices publics qui ont été très souvent la cible de ces indépendantistes qui auront aussi, selon ce rapport, attaqué les écoles et agressé les enseignants et les élèves. Un rapport qui indique donc que les enseignants et les élèves ont été pris pour cible par ces séparatistes afin de les pousser au boycott de l'école. Du côté de l'armée, Amnesty International estime que l'armée a brillé par des actes de torture, des homicides donc, des arrestations arbitraires, des actes de torture, des homicides illégaux, des destructions de bâtiments. Voilà donc ce que Amnesty International met dans son rapport pour ce qui est des récriminations contre l'armée dans le cadre de cette crise anglophone. Amnesty International qui termine donc par des conseils pour une sortie de crise, notamment l'instauration d'un véritable dialogue inclusif. Le journal La Nouvelle Expression qui nous parle aussi ce matin du défilé du 20 mai et surtout de la réponse du Social Democratic Front à Jean-Claude Tsila, le préfet du département du Fundish. Dans une lettre bien rugueuse, le parti de la Balance qui accuse l'autorité administrative de censure à l'endroit de l'opposition lui rappelle que c'est bien lui qui avait troublé à l'ordre public et qui doit assumer la responsabilité de tout cela. C'est un article contenu à la page 2 dans cette correspondance musclée et signé du responsable, du président du SDF pour le centre, Emmanuel Tonga. Ces derniers font savoir relativement donc à l'acte immoral qui consiste à le feuillage des militants du Social Democratic Front devant le président de la République, Paul Biya, au boulevard du 20 mai. Le 20 mai dernier, des militants du SDF qui avaient choisi de défiler torse nu, et bien, en réponse, le parti de la Balance fait savoir que pour lui ou pour eux, les militants du SDF, l'immoralité consiste par exemple à refuser d'aller à la retraite lorsqu'on a atteint l'âge y afférent pour céder la place aux jeunes. L'immoralité pour le SDF relativement à ce cas, c'est aussi de vivre de son salaire et ne pas avoir autant de terrain et de maisons comme celle dont sont propriétaires le préfet du département du Fundi. Le journal La Nouvelle Expression parle aussi d'élections et la COASIC qui réclame un consensus. La coalition citoyenne pour le Cameroun travaille à l'avènement d'un système électoral consensuel avant la tenue des élections prochaines. Et puis présidentielle 2018, à lire à la page 6, de retour des démons au niveau de l'Union des populations du Cameroun. La présidente du comité directeur et le secrétaire général sont en désaccord sur la participation du parti à la prochaine présidentielle. Info Matin nous mène ce jour dans les arcanes de la justice autour de l'affaire Atou et une bombe sur la table du tribunal criminel spécial. Comment le processus de liquidation des sociétés d'État a enfanté des monstres à 1000 têtes. Un dossier consacré donc à cela. Au-delà de ce que la presse relève tous les jours, la presse qui suit cette crise avec tout ce qui se passe, au-delà des réseaux sociaux, avec toute la manipulation qui avait des fakes et des images montées par-ci par-là, Amnesty International est descendu sur le terrain. En lisant ce rapport, on constate qu'il est assez documenté pour démontrer que les séparatistes commettent des exactions, tuent des hommes en tenue, même aussi des populations civiles, créent la terreur dans les écoles, menacent des enseignants et tout ça. Et dans ce rapport, on constate aussi que l'armée arrête des innocents, bastonne des innocents, contribue aussi à détruire les biens et immeubles des populations et qui a aussi beaucoup de civils qui sont tués, qui sont un peu, comment on peut dire, des dégâts collatéraux, les victimes collatérales avec tout ce que cela comporte. Donc, ce rapport présente la situation qui n'est qu'une conséquence de l'enlisement. Tout à l'heure, vous avez vu, on parlait du débat. Voilà, une histoire qui a commencé par une grève
et qui se termine aujourd'hui avec presque... Le n'est pas terminé. En fait, non, qui se poursuit aujourd'hui, on ne sait pas voilà, comment elle se terminera demain, qui se poursuit avec un enlisement incroyable, avec des populations, des milliers de réfugiés internes comme externes. Donc, c'est pour dire tout simplement que moi, je suis très, très surpris, à la limite même scandalisé, Éric Maciel, parce que lorsque la presse ressort un peu, aujourd'hui, on lit dans tous les journaux ces rapports d'Amnesty. Entre-temps, nous avons des députés qui sont les élus du peuple, ceux-là que nous avons élus, qui sont à l'Assemblée nationale, ils représentent quel peuple? J'attendrai de voir, tout au moins, en fait, même les 180 députés, s'élever et dire, mais attention, il faut que ça cesse. Que ce soit les exactions des séparatistes, que ce soit les exactions de l'armée. Et pour que ça cesse, il faut que on mette, comme on dit, la balle au centre et que tout cela s'arrête, tout au moins. C'est de ça qu'il est question. Et je ne vois aucun député, en fait, en dehors de ceux de l'opposition, qui s'agitent et qui sont visibles, mais les autres, même ceux qui sont du RDPC, qui sont du Sud-Ouest, ils font, ça veut dire qu'ils sont tranquilles dans leur coin, et ils attendent qu'on puisse encore les voter. Moi, je suis quand même surpris, et je me dis, ces gens-là, peut-être que c'est quel type de politique ils font. Mais si on respecte la discipline du parti. Quand on respecte la discipline du parti, le parti viendra vous faire élire dans quelques mois où le peuple que vous abandonnez, non-assistance à population en danger. Voilà les députés qui sont là. Et aujourd'hui, on dit un député n'est pas seulement le député de sa circonscription, le député de la nation. Mais les autres, même du RDPC d'ailleurs. Moi, j'ai vu des lecteurs de journaux à sanctionner même ces députés qui ne peuvent pas, qui laissent le pays aller en vrille et ils sont tranquilles, assis, ils prennent leur perdième à l'Assemblée et c'est la cour douce. Non, sanctionnons les députés de la nation du RDPC qui bloquent tous les seuls, qui laissent un peuple pourri en danger et ils ne font absolument rien. Donc, je pense que ce rapport d'Amnesty devant tirer la sonnette d'alarme et inviter les députés qui sont en session en ce moment d'arrêter ce massacre en prenant une position, au moins le Congrès. Hervé Villard, appréciation de ce rapport de Amnesty International. Je pense que pour une fois, on est d'accord avec Amnesty International. Vous vous souvenez que lors de la dernière sortie concernant la guerre contre Boko Haram à partir septentrionale du Cameroun, il n'y a que l'armée qui avait été visée, comme si les droits de l'homme devaient être seulement respectés par l'armée. Or, les droits de l'homme sont universels. Ça veut dire que la fois les assaillants doivent tenir compte du fait que ce sont les hommes qui sont en train de tuer, parce qu'en réalité, chaque fois qu'un soldat a été tué, c'est un homme qui a vraiment besoin que ses droits puissent être respectés, qui est assassiné. Même chose quand ce sont les assaillants qui sont abattus. Donc je pense que c'est une forme d'interpellation à tous ceux-là qui sont en guerre, ou bien tous ceux qui sont en crise. Tous les protagonistes. Les deux protagonistes, aux deux factions, de pouvoir au moins respecter la dignité humaine. Et pourquoi pas, c'est une forme d'interpellation, là, dit, en présentant une forme de bilan, c'est de leur faire comprendre que voilà, le mal est assez profond, vous avez déjà trop assassiné, vous avez déjà trop détruit, vous avez déjà pourri la vie d'une nation. Peut-être il est temps que vous arrêtez, parce que peut-être vous commettez vos différentes exactions sans toutefois mesurer la portée. Voilà une forme de bilan. Et Amnesty qui sort, en tout cas, qui comme à chaque fois fait une esquisse de piste de sortie et reste sur la logique du dialogue comme l'une des principales solutions. Nous l'avons toujours dit sur ce plateau et nous le redisons toujours. Le dialogue, chaque fois que même après la Première Guerre mondiale, il y a eu toujours, les gens sont assis au Conseil des Nations, ils sont assis, ils sont la SDN pour pouvoir mettre fin à la guerre. Page 2 et 3, des monstres qui se recrutent essentiellement dans la fonction publique et aussi sur le processus de privatisation et de liquidation de nombreuses entreprises d'État biaisées avec de nombreuses magouilles et des cas de corruption à lire donc dans le journal Info au matin, publication de ce mercredi. L'œil du Sahel parle d'exploitation minière à sa une ce matin avec des Britanniques qui veulent investir dans l'or de Bibemi. Bibemi, c'est une localité de la région du Nord. Il s'agit de la société Stratex International qui est spécialisée dans l'exploration et le développement des projets d'exploitation d'or et d'autres métaux de base et précieux en Europe et en Afrique. L'entreprise qui a annoncé qu'elle a conclu un accord d'option conditionnelle avec les différentes parties, et notamment
notamment le Cameroun. Et donc désormais il ne sera plus question d'exploiter de façon artisanale l'or de Bibemi, une exploitation désormais beaucoup plus industrielle et beaucoup plus organisée. Et le journal nous parle aussi de ce fait du côté du Garoua, 23 tonnes d'emballage plastique qui ont été détruits. C'est une information contenue à la page 8 de l'œil du Sahel. Ouest Echo s'intéresse à la crise à l'église évangélique du Cameroun et le président Ndjé Toya qui s'accroche malgré les revers judiciaires. Le journal nous fait savoir qu'en dépit des verdicts en sa défaveur, pasteur Ndjé Toya a choisi le dilatoire et le contournement de la justice pour se maintenir jusqu'à la fin de son mandat, voire au-delà. Les stratégies de ce dernier sont donc présentées dans les colonnes de ce journal. Albert Zongan qui désigne Marcel Niat Difendi, le président du Sénat. Albert Zongan qui, à travers une tribune présentant l'État, il est l'actuelle de ce dernier du côté du département d'Undé, son département d'origine. Le Popoli s'intéresse aux coupures électriques. La grande une donc du journal Le Popoli qui nous parle de ces coupures électriques intempestives. Et le Cameroun qui a mal à ses barrages, nous dit le journal Le Popoli, avec cette caricature du chef de l'État, voilà, qui parle de l'Opangar absent, de Memvele absent, de Mekim absent, mais à la fin, cette caricature du chef de l'État qui se demande avec quoi il va engager sa campagne électorale. Le Messager s'intéresse à l'équilibre régional à grande une, le grand mensonge camerounais, c'est ce que dit le Messager, donc, qui fait savoir qu'au prétexte de promouvoir l'équilibre dans l'accès aux fonctions publiques, l'État camerounais développe depuis de nombreuses années une politique clientéliste et népotiste mettant donc en danger tout mérite, s'appuyant sur une répartition province par province. Le socio-démographe et chercheur Ali Forte, Narcisse Mbongmo, décrypte pour le Messager ce matin donc ce système qui mérite d'être radicalement réformé, nous dit le Messager, qui présente donc les limites de l'équilibre régional. Le repère qui titre sur le financement de la campagne de Paul Biya. Pourquoi le centre s'agite? C'est une interrogation. Toutes les régions invitent le chef de l'État à se présenter, à se représenter. Celle qui abrite le siège des institutions est jusqu'ici la seule à se mobiliser pour soutenir financièrement cette candidature. Et puis le gouvernance publique toujours dans les colonnes de repère et la Banque mondiale qui expose le train de vie plutôt somptuaire de l'État. Un appel donc à la réduction de ce train de vie de l'État. Mutation parle de la candidature de Paul Biya. Le contre-appel d'un conseiller de Kadhafi, lettre ouverte de Jean-Pierrot Maï au peuple camerounais à quelques mois de l'élection présidentielle. Une insurge donc contre ces multiples appels à la candidature de Paul Biya. Puis le quotidien de l'économie parle de financement extérieur et l'État qui dénonce les procédures des bailleurs de fonds pour les cadres de l'administration publique, la multiplicité des